Salut, salut, bienvenue dans After CAN. On connaît enfin le troisième de cette CAN 2019, c'est le Nigeria. Le Nigeria qui s'est imposé 1-0 lors du match pour la troisième place face à la Tunisie. On va pas se mentir, c'était pas un match fou, mais bon, il fallait bien qu'il y ait un troisième, donc il y a eu match. On va commencer cette émission par vous présenter les 3 vainqueurs du jeu pour gagner les 3 t-shirts de la marque Kojiro. Donc vous vous rappelez cette question qui était quel est le buteur du match entre le Sénégal et la Tunisie? En fait, c'était très simple pour ceux qui ont suivi le match parce qu'on a eu beaucoup de réponses. Le buteur, c'était Dylan Brown contre son camp, donc pour le côté tunisien, donc qui a permis au Sénégal de se qualifier. Alors, les 3 vainqueurs, vous allez voir, il y a du glamour. Il y a Ibrahima Seni Maïga, ministre de la Joie, ce n'est pas une blague. Et enfin, Credo Laureano. Donc, messieurs, félicitations, bravo à vous. Vous allez recevoir prochainement vos t-shirts chez vous. On va vous contacter, donc vous nous enverrez votre adresse et on vous enverra tout ça. On espère en tout cas que les cadeaux vous plairont. L'occasion de vous rappeler qu'on est en même temps en direct live sur Facebook. Comme d'habitude, posez vos questions, donnez-nous vos commentaires, vos réactions. Avec mes invités, on y répondra en plateau. C'est sur le site www.pensadafrique.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait plaisir, donc continuez comme ça. C'est vous qui nous donnez notre force et l'énergie pour continuer. Ça, c'était ma petite introduction. Si vous en moquez, ce n'est pas grave, en tout cas, je l'ai faite. L'occasion de vous présenter le plateau du soir parce qu'il est vraiment garni. Saïd El Abadi de CNews. Bonsoir Saïd. Salut Mansour, salut à tous. Farouk Abdou qui a décidément pas le sourire du carnet posé ce foot. Bonsoir Farouk. Bonsoir Mansour, bonsoir à tous. Jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, c'est compliqué. Ouais. Abdellah Boulma. Bonjour, comment allez-vous Mansour? Ça va? Très bien. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y aura des petites infos sur le PSG ce soir? Bah, si vous voulez. Ouais, parce que les gens aiment ça aussi un peu le côté mercato. Abdellah, il a beaucoup d'infos sur le PSG depuis quelques années. Et Bruno Aoyo de Voice of America. Bonsoir Bruno. Salut Mansour, salut à tous. Au moins quelqu'un qui a le serait sur ce plateau. Oui, oui. Après, le mec qui est troisième, il fait la gueule. Hein. C'est troisième quoi. C'est déjà pas mal. C'est pas la plus belle passe. Alors, on va juste rappeler quand même ces statistiques qui sont assez folles. C'était le 7e match pour la 3e place du Nigeria. 7e victoire. Ils sont vraiment rodés pour cette compétition, en tout cas pour la médaille de bronze. Oui, ils sont rodés pour la médaille de bronze, ça fait un petit bout. Enfin, on les connaît. Hein. Enfin, malgré, le temps passe, les générations se renouvellent. Une équipe très jeune, Rohr, a fait du bon travail. Ouais. On les attendait plutôt dans le dernier carré. Et malgré ce que pensent les gens, je l'avais pronostiqué. Et non, pour être un peu plus sérieux, c'est vrai qu'ils ont un parcours assez cohérent, ouais. Malgré la jeunesse de l'équipe. Je les voyais peut-être un tout petit peu plus loin que ça, mais encore une fois, au regard du parcours, la 3e place est amplement méritée. Et d'ailleurs, il me semble qu'en termes de statistiques, c'est quand même l'équipe la plus représentée dans le dernier carré, ouais. sur les 15 dernières années. Je parle sous ton contrôle. Donc non, franchement, belle équipe. On va dire quoi là, sur le coup, c'est quoi, prime à la régularité? Prime à la régularité et aussi une belle capacité de réaction parce qu'il y a beaucoup de déceptions après les éliminations en demi-finale, mais à chaque fois, on voit qu'ils ont un objectif annexe. Là, c'était pour que Ighalo aille chercher le titre de meilleur buteur. Ils sont restés concentrés, ils ont fait un match très sérieux. La 3e place est très méritée. Bon, match très sérieux, mais franchement, ça ne doit pas se mentir. C'est pas le genre de match qui reste dans les annales. C'est pas le match qui reste dans les annales. Le match pour la 3e place, en général, c'est pas celui qui intéresse le plus les spectateurs, hormis des 2 équipes, forcément. Après, ouais, et encore, je ne sais pas si faudrait voir les stats au niveau des... Il y avait moins d'engouement. Voilà, il y a beaucoup moins d'engouement. Mais après, c'est un match qu'il faut gagner. Le Nigeria a l'habitude de le gagner, tu le disais très bien tout à l'heure. C'est important, mine de rien, pour la dynamique de l'équipe au final. Parce que Gernot Rohr, dans la foulée, il va pouvoir s'appuyer, va voir si les joueurs ont le niveau encore pour être appelés pour les prochaines rencontres, pour les prochaines qualifications, etc. Donc, mine de rien, c'est quand même important de le jouer. Ouais. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien qu'il y a quand même ce 3e match dans chaque compétition en général. Du coup, Bruno, vous en avez pensé quoi de la prestation des Super Eagles? Franchement, c'était... Moi, très franchement, ce genre de match, pas vraiment intéressant. Je pense que c'est intéressant sur une Coupe du Monde, par exemple. C'est toujours des beaux matchs. Mais là, pour la CAN, une CAN à 24, voilà, le Nigeria a fait son match. Ighalo a marqué avant de sortir. J'ai bien aimé le match de Chukwueze aussi, qui vraiment monte en gamme. Mais le problème, c'est qu'honnêtement, le Nigeria n'avait pas besoin de ce match pour savoir qu'il était en net regain de forme depuis qu'il a manqué les CAN 2015 et 2017. Donc voilà, c'était un match, je ne sais pas, sur un faux rythme et tout.
je sais pas. Mais Honnêtement, sur c'est le pas la contenu- meilleure soirée de football Ouais. que j'ai passée. Forcément. Mais sur le contenu, est-ce qu'on peut dire que cette troisième place est méritée quand on voit les deux équipes? Quand on voit les deux équipes et quand on voit la compétition en général, oui, le Nigeria mérite amplement cette troisième place. Désolé Farouk, par rapport à la Tunisie, non mais c'est vrai, hormis le match contre Madagascar, le Nigeria a quand même fait au final une belle compétition. Donc ils vont peut-être finir en plus avec Igalo meilleur buteur. Non, ça va, franchement, le Nigeria mérite par rapport à la Tunisie. Ouais. Oui. Pareil. En ce qui concerne la Tunisie, c'est assez paradoxal parce que c'est la troisième meilleure performance en 20 ans. Ouais. La Tunisie était quatrième en 2000, a été championne d'Afrique en 2004. Et là, pour la première fois en 15 ans, elle avait réintégré le dernier carré. Mais ça s'est fait dans des circonstances un petit peu bizarres. Il y a eu 5 buts donnés. On a vu beaucoup de carences. Beaucoup d'histoires annexes autour du vrai rôle du sélectionneur, des coulisses, etc. Mais pour être vraiment objectif, si la Tunisie veut se qualifier à la Coupe du Monde 2022, il va falloir gommer beaucoup de carences, se poser les bonnes questions pour le sélectionneur, trouver un gardien, trouver une animation offensive. On a avancé, il y a des bonnes choses, mais il y a beaucoup de choses encore à corriger. On va parler plus longuement de la Tunisie dans quelques instants, mais d'abord on va revenir quand même sur le vainqueur de ce match qui est le Nigeria. Avec, déjà, est-ce que le Nigeria peut nous nourrir des regrets sur cette compétition? Est-ce qu'ils auraient pu aller plus loin? Parce qu'on sait que... Ouais. Honnêtement, non, parce que c'est une équipe en reconstruction qui n'a pas un jeu flamboyant. Pour moi, l'Algérie est meilleure. De toute façon, contre l'Algérie, le Nigeria n'a fait que défendre quasiment. Et puis, sur le coup franc, voilà, il y a le positionnement de Daniel Akpeyi. Il y a, je ne sais plus qui est le joueur qui est dans le mur. Le joueur qui se couche dans le mur, je ne sais plus quel joueur c'est. Ça aussi, c'est mal joué. Enfin, pour moi, dans ce match, sur cette compétition, le Nigeria a fait la compétition qu'il devait. En plus, la défaite contre Madagascar l'a mis dans le bon tableau parce que je pense que s'ils étaient dans le tableau de Madagascar, où il fallait croiser le Sénégal, etc., je ne pense pas que ça aurait été beaucoup mieux. Donc, Non, mais je pense qu'on était sur la voilà. partie tableau très compliquée pour eux. Oui, puis ils éliminent le Cameroun au final. C'est quand même. Avec c'est quand même- l'Algérie, ils passent, même s'ils se sont fait globalement dominer, ils ont quand même apporté. Il y a eu des choses positives. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que tout a été négatif. non, mais après, honnêtement, à aucun moment, dans le match contre l'Algérie, on se dit que le Nigeria va passer. Le Nigeria égalise. Je rejoins un peu Bruno. L'égalisation, bon, en plus, il y a eu ce débat qu'on a même eu ici sur les mains par main, penalty par penalty. S'il n'y a pas entre guillemets, ce coup du sort, est-ce que le Nigeria a les armes pour revenir contre l'Algérie? Pas sûr. L'Algérie, c'est compliqué. Par contre, sur les matchs précédents, c'est quelque chose qu'ils peuvent retenir qui a été satisfaisant. C'est cette force de caractère qui les a fait aller chercher le résultat à chaque fois dans le dernier quart d'heure, en insistant, en exploitant à chaque fois le moindre ballon que l'adversaire traîne pour le sanctionner. Et c'est ce qu'ils ont fait contre quasiment tous les adversaires qu'ils ont eu avant. Mais contre l'Algérie, ils n'ont pas eu la solution parce qu'ils avaient beaucoup moins de munitions. Donc c'était compliqué. Et puis, il faut le dire aussi, le Nigeria, pour moi, objectivement, déjà, il manque 2 CAN. À la Coupe du Monde, ils sortent au premier tour. Ce n'est pas la meilleure équipe d'Afrique. Donc, pour moi, ça ne les sert pas. Ça viendrait trop tôt. C'est une équipe qui doit se refaire, se retrouver une identité avec de jeunes joueurs. Iwobi, Chukwueze, comme on l'a dit. Igalo, qui est un des joueurs importants de cette équipe. Collins, Aina. Et ensuite, le Nigeria pourra prétendre à vraiment gagner. Mais là, c'était une canne pour se remettre un peu dans le droit chemin, si je puis dire. C'est Justement, étrange, en fait. excuse-moi, Abdel. Non, mais pardonne-moi, c'est vraiment étrange en fait de. Quand on voit la campagne du Cameroun à la dernière CAN, on aurait pu effectivement apporter les mêmes arguments. C'est une équipe jeune, etc. Elle va pas aller très loin. Bruce avait fait des changements. Voilà, il a mis des titulaires. Il a mis des titulaires de côté. Il est arrivé avec des compositions qui nous avaient tous surpris à l'époque. Ils sont finalement allés au bout. Donc c'est vrai que quand j'entends le discours de Bruno, je suis un peu surpris parce qu'ils avaient quand même des cartouches. Des ailiers forts. Ils avaient une défense. Ils avaient deux milieux défensifs qui étaient quand même relativement solide, et un attaquant qui sort d'une Coupe du Monde très compliquée et qui est meilleur buteur aujourd'hui. Ils avaient les cartouches pour peut-être aller plus loin. Je trouve encore une fois, j'insiste, je te trouve un peu sévère. Après, très honnêtement, le truc, c'est que c'est un mini-exemple, mais le Cameroun, après ce qu'il a fait de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017, voilà, le Cameroun a gagné un peu de façon inattendue à la Coupe des Confédérations. 3 ou 4 mois après, ils sont ridicules. Comme j'ai rarement vu une équipe africaine ridicule. Ils ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde. Là, ils repartent sur un cycle. Et puis, et là, maintenant, ils recherchent un coach. Voilà. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même
il faut quand même se construire une identité et revenir, et revenir au top niveau. C'est ce que l'Algérie a fait. L'Algérie, ça leur a pris beaucoup de temps quand même. 5 ans. Non, mais même avant ça, parce que pour moi, le vrai aboutissement de tout ce que l'Algérie fait depuis 2010, c'est maintenant. Parce que, ok, ils vont en 8e, mais maintenant, donc Mais si on c'est t'avait pour dit te en dire le 2010 temps. Si on t'avait dit en 2010 que l'Algérie serait aujourd'hui en finale de la CAN, on n'aurait Mais même moi, mais j'attendais- jamais personne. Mais même, je l'attendais. Personne, même il y a un Mais, même il y a un an non, et demi mais, avant non, mais qu'il y vous ait dites un ça, parcours. mais l'Algérie est demi-finaliste de la CAN 2010. Donc c'est pour te dire que ça prend du temps pour redevenir. Mais t'as vu le renouvellement, le nouveau coach, on l'attendait pas. Les binationaux, les locaux, on se souvient de la dernière CAN où ils se sont fait massacrer par la presse, mais littéralement. La génération quand même. Ouais, t'avais déjà. Non, mais ce que je veux dire, ça a vraiment, pour moi, l'Algérie, ça a vraiment commencé en 2010 parce que justement avant, t'avais plus rien. Oui. T'avais Moi, plus j'avais rien pendant l'impression que sur longtemps. un Bamedjer, t'avais plus rien non plus. Je te Oui, promets. mais même avant. Franchement, il y a eu. Actuellement, c'était assez cyclique. Ah oui, c'est c'est assez totalement cyclique. Mais bon, oui. Mais non, moi je voulais revenir vraiment sur le Nigeria. Je suis vraiment pas d'accord, mine de rien. J'ai l'impression que tu es vraiment négatif sur cette équipe. C'est quand même une 3e place. L'Algérie est au-dessus de cette compétition. Donc, mine de rien, d'être éliminé contre l'Algérie, c'est pas une contre-performance. Un potentiel futur C'est- champion d'Afrique d'ailleurs. Et justement, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, la 3e place, même si c'est un match de 3e place, c'est la preuve de décrocher une 3e place que c'est une sorte de renouveau, mine Oui, de rien. que tu commences. Et on peut s'appuyer sur ça. Alors, est-ce que ce sera Gernot Rohr dans le futur? Je sais pas, mais au moins déjà, il peut rester encore un peu. Et tu peux t'appuyer déjà sur ça. Tu disais que l'année dernière, il y a eu la Coupe du Monde complètement ratée d'Igalo et de l'équipe en général. Igalo, il est retrouvé. Est-ce que maintenant, tu peux t'appuyer sur ça? Donc, c'est l'homme providentiel de cette CAN. Hein. Meilleur C'est ça, buteur, exactement. 5 buts. Donc je pense que ce Nigeria-là peut, s'il ne fait pas de bêtises derrière et que c'est bien structuré, peut commencer à redevenir un très bon Nigeria. Oui, mais alors, on avait vu pareil en 2013 lorsque le Nigeria est champion d'Afrique en Afrique du Sud. Ils ont battu la Côte d'Ivoire, ils battent le Mali. Le Burkina Faso en finale, tout le monde se dit oulala, mais c'est quoi ces joueurs? Ils vont marcher sur le continent. À l'époque, il y avait les Victor Moses et compagnie. C'était vraiment énorme. Derrière, ça a fait un flop quand même le Nigeria. Donc, certes, il y a une base pour travailler, mais c'est pas gagné non plus. Mais est-ce que, Mansour, j'ai l'impression que votre constat concerne essentiellement cette équipe, mais ça concerne la globalité Non, des non, équipes c'est un négatif, sur le continent. globalement, Mais on bien a sûr. l'impression, oui, on peut remporter une CAN, mais on peut pas. Mais c'est très difficile de gagner une CAN. Mais c'est un contexte particulier. Personne ne dit le contraire. Je veux dire, mais les gens oublient que c'est une compétition et un tournoi Ah bah, actuellement, d'une c'est 7 matchs en difficulté. plus, donc, Non, et en plus là, on est passé à 24. Vous parlez à n'importe quel professionnel aujourd'hui. J'en ai parlé récemment. Allez jouer sous 38 degrés dans les temps. Mais je vous promets n'importe quel. Ça ne garantit pas une qualité Mais de ça jeu. ne garantit pas du tout une qualité. Mais c'est vrai parce que la qualité de jeu, la CAN, c'est pas terrible. Mais allez jouer à 38, à 18h, il y avait des matchs à 16-17h au début, 16h30, ouais. mais c'est pratiquement impossible. Faut tenir. Et je pense qu'au regard de la situation, et malgré ces contraintes, on a quand même eu une CAN relativement plaisante. Après, le truc, c'est que moi, je suis d'accord avec ton constat, mais si c'est pour faire la CAN entre nous, dans nos conditions, etc., et qu'après, on pèse pas, on n'arrive toujours pas, malheureusement, à placer une équipe en demi-finale de Coupe du Monde, pour moi, c'est pas très significatif, quoi. Mais encore une fois, là, je parle de façon globale. Là, le Nigeria, c'est très bien, mais pour moi, je veux dire, si le Nigeria avait gagné là, c'était trop tôt et c'était peut-être pas révélateur de... Voilà, moi, je préfère un parcours comme celui de l'Algérie. Je sens une patte, je vois que l'équipe s'est faite petit à petit, à part l'échec en 2017. Et je trouve que ça sera mieux récompensé dans le futur. Mais l'Algérie, personne ne l'attendait là. Avant la compétition, personne. Non, Sincèrement, mais moi le premier, je ne voyais pas. Et personne n'a la mise favori. les attentes, mais au Et il y avait. Non, Alors, quand même, moi je savais. Je l'ai redonné 8 sur 10. Ah, mais voilà. Non, mais sincèrement. Honnêtement, moi je les j'ai attendais des au preuves, moins en Mais, quart. mais dans la globalité, Oui, c'est vrai. l'Algérie n'était pas la favorite. Non, et elle ils s'est. arrivaient derrière et- l'Égypte, partie même des- peut-être Donc c'est pour ça. tout Donc c'est possible en fait. Tu sais, ça ne veut rien dire de ne pas arriver favori. nos pronostics ici, on n'avait jamais, voilà. l'Algérie, on la mettait. mais elle est On en a magnifique parlé à voir, ici, pourtant, Mansour. c'est vrai. Vous vous souvenez pertinemment de ce qui a été dit. J'ai parlé avec les consultants, je me souviens plus de qui c'était à l'époque. C'était 8e, quart, pas plus. 8e, quart. Il n'y en a pas un C'était pas qui moi, en voyait. tout Je ne balancerai pas. Mais c'était pas, ça n'allait pas on va plus loin que ressortir l'écart, les bons. Mansour. Ça n'allait pas plus loin que Et dès le l'écart. deuxième match contre Ouais. le Sénégal,
tout le monde l'a mise favori et c'est normal. Donc voilà, ça dépend en fait. Ça va vite dans le football. Tout va très vite en fait. Mais le Nigeria il va être confronté à la même difficulté que d'autres équipes, c'est de réussir à être suffisamment travailler dans la continuité et la régularité pour répéter ce genre de performance. Mais eux, de base, ils partent de beaucoup plus haut que tout le monde. Quand on fait 7 présences dans le dernier carré sur 10 dernières éditions, vous en ratez 2, mais ils ont toujours un niveau minimum qui est beaucoup plus haut que beaucoup d'autres. Donc Après, c'est ça déjà va une base. passer aussi par peut-être le maintien de Garnot-Ror. C'est ça. Ah, mais ça va quasiment être primordial parce que déjà, on n'a pas de technicien. Déjà, globalement, le technicien nigérian, il a du mal à se faire respecter auprès de la NFF. Je ne sais pas pourquoi. S'ils allaient chercher, supposons que Ror ne reste pas, à Mokachi qui était avec la Tanzanie. Ouais, trop tôt. oui, mais cette Tanzanie-là qu'on a vue, c'était pas la meilleure. Et puis comme je dis, le sélectionneur nigérian a beaucoup de mal à se faire respecter. J'ai plus le nom de celui qu'on avait pour la qualification à la CAN 2015, mais il avait plein de problèmes. Là, Stéphane Keshi, non? il me semble que Keshi s'arrête. Oui. Keshi s'arrête à un moment donné. Et ben, bref, on a un autre coach. Puis on prend Sunday au lycée. Sunday au lycée aussi, il n'arrive pas à se faire respecter, il part. Et c'est parce que Garnot-Ror a réussi à s'imposer en mettant plein de conditions, etc., qu'il a pu travailler sur le long terme. Donc moi, je sais pas quel coach on va mettre et quel coach va pouvoir travailler dans la sérénité. Parce qu'on a eu dans cette fédération, on a eu beaucoup de problèmes ces dernières années, alors qu'on venait juste de gagner une CAN. Donc là, on parle comme s'il partait, mais en fait, rien n'est encore sûr et c'est peut-être mieux pour lui qui reste. Ouais. On va quand même parler maintenant de la Tunisie aussi, parce que pour faire un match, il faut être deux. La Tunisie qui avait choisi de faire quelques changements. On va voir la composition. Bon, certains étaient un petit peu contraints, forcés parce qu'il y avait des blessures et des absences. La principale nouveauté, c'était le poste de gardien, Farouk. Le troisième gardien a joué, Mouez Ben Cherifa, le gardien d'Espérance Tunis. On s'était quitté ici il y a quelques jours avec une nouvelle boulette de Mouez Hassen, d'ailleurs, qui permet au Sénégal de se qualifier, qui malheureusement élimine la Tunisie. La nouvelle boulette de Ben Cherifa. Qu'est-ce qui s'est passé avec la gestion des gardiens en Tunisie? En fait, la prestation de Ben Cherifa est calquée totalement sur celle de Ben Moustapha et Mouez Hassen. Un match propre jusqu'à la boulette qui sanctionne toute l'équipe et qui plombe totalement. Il fait la boulette, puis le match propre. Et après, il a fait de belles parades après. Mais le souci, c'est que c'est un problème qu'on a évoqué. Quand c'est les mêmes clients depuis 10 ans que les clubs verrouillent les places comme titulaires et il y a une génération qui saute parce qu'elle n'est pas installée, elle n'est pas développée, quand les 4 principaux clients vieillissent, on se retrouve avec un creux générationnel. Et un gardien avec une saison blanche comme Mouez Hassen se retrouve déjà dans les 3 et potentiels titulaires, situe à peu près le problème. Je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de choses à faire pour corriger les carences en Tunisie au niveau de ces postes-là et peut-être même réinstaurer la présence des gardiens étrangers pourrait donner une saine émulation aux gardiens locaux, les obliger à travailler plus pour arracher la place de titulaire. Parce qu'à l'époque où il y avait Égide Austin et Jean-Jacques Tizier au début des années 2000, ça a permis à d'autres gardiens de s'affirmer. Peut-être que ça peut être une solution. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un autre poste où il y a un gros problème, c'est le 9. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de 9 du tout, en fait, dans cette équipe. Au final, on se retrouve dans un groupe avec Kenissi, qui est un gros travailleur qui facilite la tâche à tout le monde avec son travail, mais qui a eu des carences d'efficacité devant le but, et un deuxième. Comme pas mal de sélections sur cette CAN. Ouais. D'ailleurs, c'est Pape Diouf qui avait fait qui a écrit un excellent papier pour Le Monde. Il me semble que c'était dans la semaine où justement il faisait la lumière sur ces carences, sur cette Coupe d'Afrique, totalement dénaturée à ses yeux. En termes de spectacle, en termes d'efficacité. On ne parle pas du neuf, on parle surtout de bloc défensif aujourd'hui. On parle pas, on parle d'attaquants. Alors qu'avant, il y avait énormément de buts, il n'y avait pas de défense. Aujourd'hui, quand on c'est vrai qu'il a fait un constat juste, il a pointé là où il fallait. Lorsqu'on interroge un sélectionneur ou un joueur à la sortie d'un match, il ne va pas nous parler du but qu'il a mis, on va nous parler du travail qu'il a fait. Mais c'est quand même un truc qui revient. Est-ce que ça, c'est pas l'image du foot mondial qu'on voit maintenant? Est-ce que le modèle européen a pris le dessus sur tout le monde? Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il suffit de regarder les Coupes du Monde. On critique toujours les sélections africaines parce qu'elles encaissent énormément de buts. Si maintenant le travail défensif est fait, peut-être qu'on aura des résultats en Coupe du Monde. Alors même si c'est pour avoir un 1-0 et que c'est pas spectaculaire, mais tant mieux. Tant mieux. Oui, après il faut le buteur. Après on a perdu beaucoup en créativité en Coupe du Monde. Enfin, je sais pas
sans flagornerie aucune, le Sénégal de 2002, une équipe comme ça, on n'en a pas revu depuis. Non, mais depuis. Ça fait donc, 17 ans. voilà, donc, Ça fait 17 ans, voilà. c'est long. Donc, très honnêtement, je sais pas si. Mais après, c'est voilà, parce qu'on a fait la politique des binationaux, c'était bien. On va faire son marché en France, La etc. formation aussi. Parce que c'est vrai. le modèle européen que C'est vrai. beaucoup de fédérations Après, ont instauré dans les pays. Mais justement, c'est ça, c'est ce sur quoi ils pointent le curseur, encore une fois, j'insiste là-dessus. Mais pourquoi on a dénaturé ce football africain qui, vous vous souvenez, le Cameroun, Roger Milla, etc. C'est pas péjoratif que de parler de folklore. Non. Voilà, ce spectacle, voilà, cette créativité, peut-être le terme idoine, c'est cette créativité. Il n'y a plus de créativité. On ne voit plus de ça. On voit des matchs, on gagne 1-0, stop. Regardez ce que fait Belmadi. Il est arrivé, on sait où il a passé ses diplômes. C'est pas en Algérie. Il a importé son savoir et aujourd'hui, il est arrivé avec une philosophie, c'est un gardien. Une base défensive, une charnière centrale. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On en reparlera de l'Algérie. Et vous avez ces 3 milieux def. Mais on ne prend pas de but. On ne prend pas de but. En fait, moi, je vais choquer, ça ne me dérange pas. Oui, mais Parce que après, c'est deux écoles. Ouais, mais parce que je suis d'accord avec toi quand tu parles du folklore, de la créativité, ce qui faisait l'Afrique. Ouais. Mais justement, moi je trouve qu'on pointait trop l'Afrique sur ça, sur le côté « Ah c'est cool, c'est folklore, etc. » Mais ça encaisse des buts, c'est nul défensivement, etc. Certes. Moi tant pis, ce que je veux maintenant c'est quand même que mine de rien on ait une assise défensive et que dans le monde entier on puisse prétendre à avoir des bonnes places en Coupe du Monde. Tant pis si ça passe par là, à être moche, avoir joué, mais au moins, défensivement, on arrête d'encaisser 5 buts, 6 buts, Oui, mais le etc. souci, après, on se retrouve. Et après, on retrouvera peut-être une créativité, mais je pense que c'est très bien d'avoir un travail défensif. Qu'il faut passer par là. Je Regardez ce pense. qui s'est passé avec l'équipe de France en Ça- Coupe du Monde. Ça a été super moche Exactement, ça a été c'est super malheureux, moche de bout en bout, mais Oui. aujourd'hui, Oui, on retient quoi? On retient le trophée. Après, Mais je sais pas. Après, au-delà de ça, de toute façon, honnêtement, sur le plan international, entre nations, international, on n'a pas d'excellente équipe africaine en ce moment qui a un style défensif ou pas. Donc, moi, dans tout ça, je ne sais pas si ça joue vraiment au style, etc. Je pense que la CAN, en ce moment, le niveau est moins bon. Mais par contre, l'Algérie, ils ont de sacrés joueurs. Et c'est pour ça que s'ils gagnent vendredi, ça va peut-être leur donner un peu plus de confiance pour perdurer là-dedans et être performants sur les prochaines Coupes du Monde. S'ils gagnent. S'ils gagnent. Et tout le monde sera content s'ils gagnent, non? Je crois. Non? Le problème des gardiens qui a amené ce débat-là. Est-ce qu'il y a un souci dans la hiérarchisation la hiérarchie des gardiens? Bah là, le souci, c'est que comme Alain Giresse est venu il y a quelques mois, il se retrouve avec un gardien qui a fait une saison blanche, un gardien qui est en Arabie Saoudite, qui normalement, on pensait, son transfert en Arabie Saoudite ferait qu'il sortirait du scope et qui continue à faire des boulettes là-bas. Le fait qu'on... Celui qui les fait en sélection. Oui, le fait que ce choix soit aussi restreint indique que la hiérarchie n'était pas fixée et en fait, c'est que les trois se valaient. Il n'a pas réussi à faire des choix et ça s'est prolongé. C'est un problème en amont. Des choix, si je puis me permettre. Mais Est-ce qu'il a eu la pression aussi? Non, est-ce qu'il a pas. Voilà, déjà, est-ce qu'il a cédé? Est-ce qu'il avait le choix? C'est pas ça. J'ai l'impression qu'il n'avait pas du tout le choix. Il commence la CAN avec Ben Moustapha numéro 1. On est d'accord? Boulette 1, Il fait une boulette, il l'enlève. Pourquoi est-ce qu'il. Je veux dire, est-ce que c'est pas là le départ du problème? C'est ça? Avec la sortie de Moïse Sen aussi avant la séance des tirs au but, c'est aussi une, tu mets en confiance personne en fait dans ton équipe. Si ça a été décidé avant le match, il est vraiment étrange d'avoir quand même participé, à cette espèce d'imbroglio au bord du terrain, etc. Oui, peut-être que c'est un réflexe. Non, c'est un compétiteur. Oui, mais bon, il y a des choses, il y a un collectif, etc. Je veux dire, on n'est pas là pour enrayer la machine. Il y a quand même une séance de tir au but, on se tait. Il y a un collectif, on se tait. Non, on n'est pas là pour. Vous voyez ce que je veux dire? Belmadi, c'est un collectif. Je veux dire, il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Et c'est là où il réussit. Ce type d'esclandre, non, c'est quelque chose qui peut, qui ne participe pas du collectif. D'une liste qui faisait que le groupe n'était pas non plus très bien géré, avec l'entraîneur adjoint qui a été, enfin le préparateur mental qui était adjoint de Giresse qui a été écarté. Tous les médias tunisiens qui abondent dans le sens qu'il y a eu plutôt une gestion plutôt côté joueur et côté fédé, que Giresse a été un petit peu isolé, ça fait une suite d'approximations qui fait que, au final, ça s'explique. Si on a des carences à un poste, dans le dernier carré, ce qui est totalement. C'est paradoxal, mais oui. Est-ce que aussi c'est pas un problème générationnel, dans le sens où
Le Sénégal et l'Algérie ont 2 entraîneurs très jeunes, tout neufs, on va dire, et ont réussi à cadrer, etc. Alain Giresse, il fait un peu partie de l'ancienne école, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème-là le discours ne passe plus avec la nouvelle génération. C'est des entraîneurs qui ont fonctionné en Afrique, ok, pas de problème. Mais peut-être que maintenant, ça passe plus du tout. Ouais. Peut-être qu'il faut vraiment mettre le même problème parce que le prédécesseur, Giresse, Benzarti, a 30 ans de métier et on sent qu'avec cette génération-là, ça passe pas. Et avant, il y avait Kasperzak qui était sélectionneur de la Tunisie en 98. Est-ce qu'il ne faut pas mettre le ramener 20 ans tu vois, il y a peut-être ça aussi. Mine de rien. Du 109 est arrêté avec ses entraîneurs qui ont parcouru l'Afrique de long en large en travers. Je crois que Giresse, c'était quoi, sa 3e sélection, il me semble, en Afrique. C'est 4e sélection. Bon, c'est dur. Moi, je pense. Est-ce qu'ils ont remporté quelque chose? Giresse fait une 3e place avec le Mali. Ouais. Bon. En 2013 d'ailleurs. Ouais. Certes. Mais est-ce qu'il ne faut pas, voilà. Et là, il ne connaissait pas. Peut-être. Hein. Non, là, il ne connaissait pas, il est arrivé. Mais après, oui, mais Giresse, il n'a jamais mis un pistolet sur la tempe des gens de la fédération pour qu'ils le nominent. C'est eux qui sont allés le chercher. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, mais après, même, je vous écoute parler des entraîneurs et tout, mais c'est pas la meilleure équipe de Tunisie qu'on ait vue quand même. Enfin, même dans le jeu, même la qualité des joueurs. Déjà qu'il soit 4e, c'est déjà bien. Parlons-en du bilan de la Tunisie sur cette CAN. En mettant de côté les 5 boulettes des gardiens. Il y a quand même juste 4 matchs nuls. En mettant de côté, en fait, tu mets de côté la Tunisie. Non, on peut pas les résumer à 5 boulettes. En mettant de côté tous les buts encaissés. Tous les buts encaissés. On est à quoi, 4 matchs nuls quand même. 5 sur 7, en pendant les 90 minutes. Voilà. Il y a des satisfactions. L'axe central, on a trouvé une défense centrale, Brown Meria, qui est très fiable. Elias Kiri fait une CAN très propre et très disciplinée. On a avancé sur beaucoup de choses. J'ai trouvé que Keshrida et Drager ont livré des matchs courageux. Haddadi aussi, même si défensivement c'était plus compliqué. On a enfin compris que, aussi talentueux soit-il, on ne peut pas jouer avec Kazri, Slitim, Sakni tous les 3 sur le terrain. Ça ne marche pas. Kazri en faux neuf, ça ne marche pas non plus. Mais au moins, si on avance là-dessus et qu'il y a des questions qui peuvent se poser, si on prend ce qui a bien fonctionné, il y a possibilité que le prochain entraîneur puisse construire quelque chose d'efficace. Mais en faisant 5 matchs nuls en 7 matchs, c'est possible que la Tunisie, pour le barrage de 2022, tienne tête à une équipe plus huppée. Et c'est un outsider et a la capacité à embrouiller une équipe sur 2 matchs. Mais il y a beaucoup de choses à corriger pour la passer, cette confrontation. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est une CAN qui est frustrante pour la Tunisie ou au final, c'est 4e place? Ils sont à leur niveau et puis la Tunisie, c'est pas non plus la meilleure équipe d'Afrique, quoi. Enfin, ils ont gagné. Non. Je dis ça dans le sens où ils sont à une décision arbitrale peut-être, parce qu'encore faut-il marquer les pénaltys de passer. Non, mais on va pas repartir du pénalty. Non, je parle pas ça, je parle en général. Je me dis, à un moment donné, c'est frustrant quand on voit tous les facteurs comme ça. Non, mais le football, ça reste le jeu et la maîtrise que tu imprimes sur tes matchs. Ils sont à une fois de la Mauritanie de sortir. Voilà, donc 3 matchs avant. Et la Tunisie a et puis la Tunisie a pas excellé là-dessus. Donc la Tunisie, c'est pas non plus l'équipe qui va souvent en demi, qui nous fait des énormes équipes. Ils nous ont pas offert des prestations somptueuses. Voilà, je parlais juste du résultat. De toute façon, on va en parler plus longuement dans quelques instants. On fait une courte page de pub, après on revient dessus pour débriefer encore sur la Tunisie et le cas Alain Giresse. À tout de suite. La nuit du football africain 6e édition. Cérémonie d'hommage aux légendes du football africain et mondial pose ses valises au Togo. Une nuit et une journée articulées autour d'un panel avec pour thème sport vecteur de développement en Afrique et d'un match de gala de charité opposant les légendes du football africain aux légendes du football togolais à partir de 15h au stade de Kégué. En point d'orgue, la cérémonie de récompense à partir de 20h sous le chapiteau de l'hôtel du 2 février. Save the date, samedi 27 juillet 2019. Vous savez que là-dehors, en fait, ils sont des milliers à compter sur nous. On sait que c'est difficile. L'adversaire est coriace. Il faut rien lâcher. Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Et on cherche les combinaisons. Soyez collectifs. Comme toujours. On est une bonne équipe. On est une belle équipe. Et moi, j'ai confiance en vous. C'est comme ça qu'on pourra battre le coup dystrophie. Et aider les enfants malades. Allez, c'est parti.
Bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand journal des sports. Stade Afrique, toute l'actu, tous les sports, tout l'Afrique. Salut à tous, vous connaissez After Stade. Pendant la CAN, rendez-vous dans After CAN, votre émission 100% foot, tous les soirs après le dernier match du jour, avec en plateau mes invités et mes chroniqueurs pour débattre sur des sujets enflammés. Au programme, beaucoup de bonne humeur et aussi de l'analyse et du décryptage. Mais aussi votre participation à vous les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos questions, on y répondra en plateau. On compte sur vous dans After CAN sur Stade Afrique et nulle part ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Est-ce qu'eux, ils y vont sans complexe en disant « mais moi aussi j'ai le droit ». Maintenant après, comme je disais tout à l'heure, c'est un tour de table des fois qu'on peut avoir. On veut responsabiliser les fédérations. En fait, déjà dès que tu commences en pro, on te dit tu as ce devoir d'exemplarité. Qu'il se passe en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs, le monde entier pourra le voir. Des débats enflammés, des polémiques et des spécialistes. Votre talk show du mercredi, c'est Sport Palabre à 19h20, présenté par Laurent Leleu. After CAN, deuxième partie, toujours accompagné de Saïd El Abadi, Farouk Abdou, Abdellah Boulma et Bruno Aoyo. Messieurs, on va reprendre sur la Tunisie, mais avant ça, en première partie, j'ai donné le nom des vainqueurs des t-shirts Kojiro. Nouveau jeu concours, on connaîtra d'ailleurs le nom du finaliste, le nom du gagnant, je donnerai vendredi lors de la finale. Il y a ce ballon à gagner, ce ballon de la Ligue 1, française à gagner. Pour cela, c'est très simple, il faut répondre à cette question sur le live Facebook ou sur les différents réseaux sociaux. Il faut nous donner le nom de l'actuel meilleur buteur de la CAN 2019. Je répète, quel est l'actuel meilleur buteur de la CAN 2019 ? Si vous avez suivi le début d'émission, c'est très simple, on a dit son nom une bonne vingtaine de fois. Donc voilà, sinon, si vous n'avez pas suivi, le replay demain sur YouTube, vous allez vous écouter, vous allez voir. Donc quel est le meilleur buteur de la CAN 2019 ? Vous allez sur Facebook, Twitter, Instagram, même YouTube, vous mettez son nom en commentaire et le grand gagnant sera connu ce vendredi. Mais si on était sur la Tunisie encore, on était en train de parler de son bilan. Donc, Farouk, pour conclure rapidement, la demi-finale, cette quatrième place au final. Sur le papier, c'est plus que ce qui était espéré et ce qui était attendu, parce que je pense que tous les observateurs situaient à peu près quart de finaliste serré ou huitième de finaliste serré avec la passe capacité de passer. C'était les demi. C'était les demi. Mais toutes les circonstances autour font que, et ce serait vraiment juste de l'analyser à sa juste valeur, toutes les choses positives qu'il y a eu, toutes les carences, ne pas faire l'erreur de juste se focaliser sur l'erreur arbitrale, comme en 2015, parce qu'en 2015, on s'était focalisé là-dessus et ça n'avait pas rendu un service ni à la Fédé ni à l'équipe de se focaliser là-dessus, mais se servir de ce qui a bien marché pour essayer de penser à 2021, à 2022, comment est-ce qu'on peut améliorer. Donc, ce qui a bien marché, la charnière ? Ce qui a bien marché, la charnière, Skiri, les joueurs dans les couloirs, les latéraux qui sont très volontaires. Peut-être aussi une réflexion sur les trois cadres offensifs qui vont peut-être commencer à réfléchir de comment jouer en synergie ensemble. Peut-être qu'il va y avoir une évolution là-dessus. Et aussi trouver les bonnes personnes, peut-être des jeunes, à des postes qui ont un peu trouvé des manquements. Ouais. En fait, c'était une CAN qui a permis, il y a eu le résultat à la quatrième place, mais ça a permis de tirer des leçons sur tout ce qu'il faut faire. Au moins, on sait. C'est ça, en fait, voilà. C'est une CAN de correction. C'est ça, exactement. Si on s'en sert et que les enseignements sont tirés, ça peut être beaucoup plus intéressant dans la suite. Alors, en termes d'enseignement, il y en a un dont le cas n'est pas encore totalement fixé, c'est Alain Giresse. On a entendu beaucoup de choses sur lui durant cette CAN. Donc, on a rappelé tout à l'heure le préparateur mental de l'équipe avec laquelle il est venu a été écarté. Même lui, à un moment donné, après notamment le match contre la Mauritanie où la Tunisie est passée vraiment à ça l'élimination,
son cas a été vraiment discuté. Ça va être quoi la suite pour lui avec lui déjà? Il y a eu beaucoup de choses qui sont dites, notamment que la dernière info, c'était que… La dernière info, d'une part, c'est que la Fédé a communiqué sur le fait que Msakni Ebron était forfait pour le match contre le Nigeria. Et le lendemain, sur Facebook, ils avaient communiqué sur leurs organes sur Twitter et sur Facebook. Et le lendemain, en conf de presse, Giresse qui dit « vous me l'apprenez ». Donc ça, déjà, ça fait un premier problème. Moi, je suis surpris, en fait. Alain Giresse, je pense qu'Alain Giresse fera jamais mieux avec cette équipe de Tunisie. Et je pense qu'il doit partir. Là, on court-circuite clairement en sélectionneur. Ah, mais ça fait depuis depuis le départ, je pense que les dés étaient pipés concernant Alain Giresse. Je pense qu'il ne vient pas avec. Il n'a pas les mains libres au sein de cette sélection. De prendre un sélectionneur, le faire venir, comme vous dites, il n'a pas les mains libres et ça se passe comme ça. Je veux dire, ça ne sert pas l'équipe. Surtout si au départ, on lui met des adjoints qui sont aussi des coachs en club ou en équipe de jeunes, qui vont sûrement avoir, eux, leur avis sur le sujet, et ça va faire plusieurs voix qui parasitent le signal et qui peut-être vont rendre les choses beaucoup plus difficiles pour le groupe. C'est le sentiment qu'on a eu. Ouais. Beaucoup de médias tunisiens pensent que c'est comme ça que ça s'est passé. Après, il y a certaines infos, peut-être que c'est avéré, peut-être pas, comme celle qui a été évoquée hier, que apparemment, ça a été un petit peu frictionné sur le banc entre les adjoints et le sélectionneur pendant le match contre le Sénégal. Il y a des infos vérifiables ou peut-être que Alain Giresse va communiquer là-dessus dans le futur, mais c'est difficile de penser, et le fait qu'il ait demandé les maillots des joueurs sénégalais tout de suite après était très mal perçu, donc je le vois mal continuer. C'est vrai que là, clairement, quand on voit toutes ces petites choses mises bout à bout, on se dit déjà, une 4e place, c'est quand même pas si mal. On a l'impression que c'était un groupe qui était un petit peu en autogestion. Je sais pas, mais complètement. Au final, ce qu'on dit, c'est que c'est un miracle. C'est génial d'avoir fini 4e, sans attaquant, sans gardien, sans sélectionneur, des adjoints qui se battent, etc. Une fédération qui veut plus de lui, des supporters qui sont finalement un peu déçus, etc. Ils n'en avaient pas parlé. Il me semble que l'info n'est pas forcément vérifiée, qu'il y a certains joueurs dans l'équipe qui n'étaient pas en adéquation avec le discours du sélectionneur, avec Alain Giresse. Et j'ai l'impression que vous l'avez évoqué à l'instant, très justement, ils étaient en mode autogestion. Oui, mais ça, on avait. Moi, c'est l'impression que la Tunisie m'a renvoyé. Ouais. Moi, j'ai pas eu l'impression d'un coach, tenir ses ouailles, encadrer ses ouailles. Non, ça s'est pas forcément passé comme ça. Et pour moi, la Tunisie, la 4e place aujourd'hui de la Tunisie, c'est totalement inespéré. Donc je pense que c'est une fin de cycle, enfin si on peut appeler ça un cycle pour Alain Giresse. Et on l'oublie quand même, il faut le rappeler, c'est qu'Alain Giresse a eu son groupe 3-4 semaines, un mois. Il a fait 3 mois de stage, un mois. Arrive en novembre, juste 6 matchs, ce qui est totalement insuffisant. Donc connaissant un tout petit peu. Ça reste quand même un résultat. Ça reste honorable. C'est top, quoi. Pour l'équipe de Tunisie, c'est déjà très bien d'être 4e. Ils ne sont pas habitués à ça. L'objectif pour lui, c'était d'atteindre les demi-finales. Il les a atteints, mais il va quand même sauter. Grosso modo, c'est ça. Il y a de fortes probabilités qu'il ne soit plus là. Faut pas faire la compétition trop, il faut éviter. Là, tous les signaux sont quand même allumés pour nous dire terminé. Je pense qu'il reprendra son poste en tant que consultant dans une chaîne sportive, voilà. On dira pas non. Voilà, tu mets qui à la place? C'est ça. Tu mets qui? Oui. Ça, faut. Ça, après, je pense qu'il y a des techniciens qui peuvent postuler. C'est un poste assez compliqué en Tunisie. Renard, niveau financier, ça sera mal parti. On pense qu'il y a un petit gap là-dessus. Ouais. Le souci, si on va mettre un jeune entraîneur prometteur, il y a beaucoup de gens qui disent Jaidi, l'ancien défenseur central qui est en train de faire ses classes chez les équipes de jeunes à Southampton, mais c'est trop tôt. Il faut vraiment qu'il prenne un gros club d'abord, il faut qu'il aille s'imprégner de l'environnement d'abord, c'est beaucoup trop tôt. S'ils vont prendre un autre entraîneur du cru, est-ce qu'ils vont le laisser, on va lui laisser le temps de bosser, etc. Peut-être qu'on va aller en quête. Je sais pas. Lamouchi, je pensais à Lamouchi parce que là, Lamouchi. C'est le souci de 94. Il y a eu le revirement, comme il n'était pas utilisé. Mais Lamouchi, quand même. Ça a été mal perçu. Enfin, on ne va pas refaire le pédigré, on ne va pas refaire l'histoire de Lamouchi ici. Mais là, il vient de signer à Nottingham Forest contre toute attente. C'est un coach qui a réussi sa première année à Rennes. La seconde, ça s'est très mal passé avec Olivier Le Temps. Là, encore une fois, on a été surpris de son passage en Championship. En Côte d'Ivoire, ça s'est très mal passé. Mais c'est quand même quelqu'un qui
qui a énormément, il a quelque chose. Enfin, ça pouvait être une solution. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi la fédération tunisienne. C'est vrai. C'est le point de départ, celui de 94, où quand il voit qu'il n'est pas utilisé et qu'il y a le revirement et qu'il va jouer avec l'équipe de France, ça partirait sur des bases, je pense, pas saines. Je pense que ça fait partie des principales raisons. Il y a vraiment que j'ai dit qu'il pourrait être. Trabelsi n'a pas voulu être entraîneur, non? Trabelsi est passé comme consultant, il s'exprime beaucoup dans les émissions de télé et il est plutôt orienté sur les analyses, etc. Après, il a peut-être appris le métier de coach comme Rabat Madjer sur les plateaux, non? Je sais pas. On rigole, mais Sunday au lycée. On rigole, mais Sunday au lycée avait dit pareil au Nigeria. Il est arrivé, on lui a donné les sélections. On a vu ce que ça donnait. Hein. C'est la même chose. Non, mais au lycée, il avait passé ses diplômes. Il n'avait pas présenté le fait d'être consultant comme expérience. C'est pas pour Rabat Madjer. La grosse escroquerie des 10 dernières années en termes. Voilà, on parle de coach. En coaching, ça a été une blague totale. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit en plateau la dernière fois. Il a dit récemment que Jamel Belmadi était son disciple. Très sympa. En tout cas, donc, vous l'aurez compris. Judas ou Jésus ou comment ça se passe. Vous l'aurez compris, il y a encore un vaste chantier pour la Tunisie et que voilà, en plus, il va vite falloir se remobiliser parce qu'il y aura les éliminatoires de la CAN 2021. D'ailleurs, on rappelle que le tirage au sort a lieu dès ce jeudi. On va se projeter maintenant sur la finale de ce vendredi. Vous l'attendez tous? Oui. Algérie-Sénégal, Sénégal-Algérie. On rappelle qu'il y a eu un match en phase de groupe que l'Algérie a gagné 1-0. Quand on voit cette affiche de la finale, est-ce que c'est la finale que quand on voit l'évolution des différentes équipes de ces CAN, est-ce que ce n'est pas un petit peu celle qu'on attendait? Ouais. Clairement. Oui, c'est la finale. Oui, non mais c'était la finale attendue. En fait, dans l'ensemble, c'était des équipes. Ce qui est bien, c'est que le Sénégal, on l'attendait depuis le début. On disait l'Égypte favorite parce qu'elle était à domicile, et tout de suite après, on mettait tous le Sénégal juste après. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est l'une des plus belles équipes, si ce n'est la plus belle équipe sur le papier. Exactement. Et ensuite, l'Algérie, comme on le disait tout à l'heure, n'était pas favorite, mais dès la deuxième rencontre, transformée en favorite directement. Donc du coup, ce sont les deux équipes qu'on avait envie de revoir directement en finale. Et surtout que le match en phase de poule a été tellement chaud sur le terrain, etc., qu'au final, ça offre une belle revanche. Ça laissait un peu sur notre fin. Donc voilà. Les gens voulaient voir des retrouvailles. Exactement. Les gens voulaient voir des Je pense que par rapport au reste, sans manquer de respect à toutes les autres équipes, c'est les deux équipes qui nous ont fourni du jeu. Enfin voilà, moi l'Algérie, quand j'ai vu jouer l'Algérie, le Sénégal aussi, il y en aura pour vous, bonsoir. Non mais quand j'ai vu jouer l'Algérie et le Sénégal, enfin il y avait du jeu. Non mais on va arrêter d'être sévère systématiquement avec nos sélections. J'ai l'impression qu'ici on est souvent sévère avec les sélections. Non mais c'est pas forcément, il faut tout le temps. Non mais franchement, avec cette conçu, on est très sévère. J'ai l'impression que les Sénégalais sont très sévères avec leurs sélections, les Nigérians aussi. Je m'adresse pas à toi. Les sélections qui peuvent être sévères. Ouais, mais on peut être sévère avec le Maroc, par exemple. Sévère, mais là non. Mais là, non. Est-ce que justement, c'est pas quand qu'on voit la qualité qu'il y a dans ces groupes-là, on se dit justement, franchement, il y a des équipes européennes, il y a ces deux équipes-là n'ont rien envie à des sélections européennes, on est d'accord. Donc, est-ce qu'à partir de là, on ne peut pas justement placer le curseur exigence un peu plus haut? Mais je vous ai dit, Mansour, on en a parlé au moins 1000 fois en sujet. Le contexte, les stades sont pratiquement vides pour les raisons qu'on connaît. Les températures sont asphyxiante. Bien sûr. Je vous promets qu'on ne peut pas jouer et proposer du beau jeu. Pas que sur cette CAN, je parle en général. Je ne suis pas d'accord parce que je trouve que l'Algérie, tout au long de cette CAN, et tout n'a pas été compliqué pour elle, elle a vraiment imposé son jeu et un beau jeu. Et avec des beaux joueurs. Ils ont fait une très bonne préparation. Au Qatar. Oui, d'accord, mais même exotique. Est-ce que là déjà c'est pas un problème? Oui, mais même intrinsèquement, quand tu vois, moi je suis désolé, même la paire qu'ils ont, la Guedioura Benasser, personne n'a ça en Afrique actuellement. Donc c'est une vraie équipe de qualité. Après, moi je trouve que le Sénégal au niveau de la créativité, mais c'est aussi des histoires de génération, je trouve qu'au milieu de terrain, il manque un truc. Mais on est là sur deux belles sélections. Les deux plus belles équipes du tournoi. Celles qui ont le moins de failles, en tout cas. Celles qui ont montré le moins de failles. Le Sénégal prend un seul but contre l'Algérie. L'Algérie en prend 2 seulement dans cette compétition. Donc voilà, et on marque 12, c'est ça? C'est ça. Donc avantage acquis sur cette finale du coup. Avantage psychologique, enfin, sur le terrain avec tout ce qu'elle a montré, l'Algérie, plus psychologiquement, l'Algérie, puisqu'elle a gagné 1-0, voilà. Ce qui est logique. Je suis entièrement d'accord. Avantage psychologique à la fois pour l'Algérie,
Attention, c'est une finale. Ah oui, et au vu des dernières déclarations de Mané, je pense que ça va être beaucoup plus serré qu'on ne le pense. Et surtout, il y a un élément qu'on oublie, un paramètre très important, c'est qu'il manque Koulibaly. Je pense que Koulibaly... Moi, je vais donner mon avis là-dessus. Pour moi, l'Algérie est... Enfin, je vais aller jusque-là, est ultra favorite. Intrinsèquement, sur ce qu'elle a montré, psychologiquement, avec l'absence en plus de Koulibaly, pour moi, l'Algérie est vraiment la favorite. Après, le match des supporters. Oui, et pour moi, si l'Algérie joue à son niveau, avec cet entrain, cette confiance, et en plus, il y a l'avantage psychologique, parce que certes, il y a la victoire au premier tour, mais il y avait aussi un match nul en 2017 avec une Algérie qui était bof, et c'était quand même match nul. Et 2015, une victoire avec la manière au premier tour de la CAN. Donc pour moi, l'Algérie est vraiment au-dessus. Et pour moi, si l'Algérie ne gagne pas vendredi, c'est l'Algérie qui n'aura pas été à son niveau. Si l'Algérie joue à son niveau, je pense qu'ils vont gagner. Alors, on va revenir maintenant, on va remonter un petit peu dans le temps. Tout le monde n'est pas d'accord ici. Non, bien sûr. Sinon, on n'aurait pas d'émission. Sinon, ce serait... Hein, c'est justement pour ça. On va remonter dans le temps, écouter un petit peu Djamel Belmadi. Il était sur le plateau de beIN Sport. À l'époque, justement, on parle de l'Algérie, la reprise. Qui est-ce qu'il voyait comme favori? On écoute un peu ce qui est dit. Après, on revient au plateau pour en débattre. Sénégal est aujourd'hui une des équipes, peut-être pour moi, la plus accomplie en Afrique. Ils ont été en Coupe du Monde. Ça n'a pas manqué de grand-chose de passer au second tour. Ils ont vraiment atteint une certaine maturité. Et évidemment que ce serait une équipe sur laquelle c'est peut-être le favori numéro 1. On n'est pas favori, nous. On n'est pas favori. On est sorti au premier tour de la dernière Coupe d'Afrique. On n'en a jamais gagné à l'extérieur du pays. Donc, mais moi, à la limite, j'aime bien cette position. C'est tant mieux que ce soit le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, l'Égypte, qui jouent à domicile. C'est bien. À la limite, oui, ça fait beaucoup, mais c'est une Coupe d'Afrique, elle est relevée, elle a 24 équipes cette année. On a l'impression que Djamel Belmadi, il avait son discours bien ficelé, son plan en tête, c'était « j'avance masqué ». On n'est pas favori, ce sont les autres qui sont favoris, moi je viens reconstruire. Et ça marche. Ça marche totalement. Bah, jusqu'ici, même si on le tense un peu en conférence de presse, on l'a tous vu où oui, forcément, au regard des prestations, à un moment, tu es obligé de bas les masques. Voilà, on t'a vu, là, tu es favori. Il va falloir que tu assumes. Mais non, jusqu'au bout, il continue. Et à chaque fois, même on le voit, il est très professionnel en conférence de presse. Malgré, il est tensé par les journalistes. Et il répond avec professionnalisme, avec humour, de temps à autre. Mais on sent qu'il tient, il tient encore la machine. J'ai l'impression qu'il a compris, il a les ingrédients, il sait comment ça fonctionne, et je pense qu'il le sait au fond de lui. Il est favori. Je pense qu'au fond de lui, il le sait qu'il est favori et qu'il se doit probablement de remporter ce match face au Sénégal. De toute façon, moi, je suis pas du tout. L'Algérie ne peut plus se cacher. Non, elle ne se cache plus. Là, limite, en fait, ce qui va être le plus dur à gérer pour l'Algérie, c'est la pression. C'est là où elle est vraiment. Enfin, elle est favorite depuis le début. Enfin, depuis le début. Ce qu'on disait tout à l'heure. Au fur et à mesure, elle est devenue favorite. Mais là, c'est une finale. Elle se retrouve vraiment avec 9 doigts sur la coupe. Et il va falloir gérer la pression sur le terrain de la finale. Et la gestion aussi des supporters, parce qu'il va y avoir du monde. On a joué dans des stades vides depuis le début. Là, ils vont jouer à domicile. Donc voilà, là, c'est plus l'aspect psychologique qui va jouer sur cette finale pour l'Algérie. Si elle joue son football qu'on a vu depuis le début, elle le gagnera. Et surtout le fait de se dire on a gagné 6 matchs, ce serait dommage de perdre le 7e. Et à une autre époque, une affaire comme celle de Belkabla qui a eu au début, qui aurait pu déstabiliser le groupe au point que ça pète totalement. Là, on a vu qu'il y a eu un recadrage tellement rapide et l'arrivée de Delors qui n'a pas trop fait de remous, etc. On sentait que tout le monde était focus. Ça prouve que quelque chose a évolué. Non, mais il a réussi à inculquer quelque chose qu'on ignorait. Alors, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et autre chose aussi, c'est que c'est la décharge émotionnelle du match face à la Côte d'Ivoire. Je pense que là, la séance des pénaux, les pleurs d'après-match, j'ai l'impression que là, ils avaient atteint le paroxysme de l'émotionnel. En fait, je pense que là, si leur canne était réussie, décharge émotionnelle, et que là, c'est pas bonus, mais voilà, on est en finale, on ne s'attendait pas à ça, donc la pression
elle est bien moindre que celle escomptée. Tu peux même ajouter la demi-finale avec Même- ce ouais, but à la ouais, 95e. même- ouais, voilà. C'est Il magnifique. vient mettre. Mahrez, c'est. Mais ils l'ont célébré avec plus de lucidité, paradoxalement, que la séance de tir au but. En fait, quand on voit la vidéo où tout le monde se jette, il y a l'entraîneur adjoint qui vient dire restez sur le terrain pour pas qu'on se fasse surprendre. On a senti au début, les 3 secondes qui suivent le coup franc, Mahrez ne réalise pas, mais en tout cas, il y a eu une euphorie un peu contrôlée par rapport à celle de la Côte d'Ivoire. On a senti qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué le fait que Bounedjah pleure, que Attal pleure. Mais on a le sentiment qu'en fait, tout a été évacué. Ils ont pu accepter le reste avec plus de Est-ce sérénité. que du coup, justement, on n'a pas eu sur ces deux rencontres, la peur de perdre, parce que Minoscore, ils s'en fait raison de se dire là, si on perd, entre guillemets, on passe à côté de quelque chose, alors que là, le coup franc à la dernière minute, c'est du bonus en fait. C'est ça en fait. Ouais, mais tu as l'impression, encore une fois, que tous les astres s'alignent. Tiens, on s'attend à un match serré, on va peut-être aller de nouveau sur une prolongation jusqu'au bout de la nuit. Et là, tu as quelle minute il nous 95e, il nous sort. Il a regardé le match. Non, mais je me souviens plus, mais j'étais ailleurs, mon soeur, comme vous, avec le Sénégal, avec un drapeau. D'ailleurs, je viendrai avec mon maillot la prochaine fois. Ce but à la 94e, mais c'est. Vous imaginez pas, encore une fois, voilà, ils ne s'attendaient pas à ça. Encore une fois, la décharge émotionnelle, c'était sur le match d'avant. Là, c'était du bonus. Et là, Farouk l'a très justement dit, on a su gérer cette décharge émotionnelle sur ce et mieux que sur le match précédent. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, cette pression, elle est de mieux en mieux gérée jusqu'à la finale. Alors, il y en a un aussi qui prend toute la pression de l'équipe sur lui, c'est Aliou Cissé. Aliou Cissé, qui vous rappelez, en 2002, a manqué le tir au but décisif lors de la finale face au Cameroun. On l'écoute lui aussi en conférence de presse. Quelque part, pour lui, il a atteint son objectif et il voulait amener cette équipe jusque-là. On l'écoute, après on revient en plateau. Motivé aujourd'hui, je peux vous le dire, plus le fait que j'ai envie d'être entraîneur, c'est pouvoir ramener cette équipe du Sénégal à cette finale. N'oubliez pas que j'ai fait partie des garçons qui avaient raté le penalty. Donc, je m'étais dit que mon objectif, ce serait d'être entraîneur et de ramener à ce niveau-là le Sénégal. J'avais promis 2 choses à mes joueurs. C'était quand j'ai pris les rênes de l'équipe nationale du Sénégal en 2015 au Havre. Ils me regardaient bizarrement quand je suis arrivé avec mes locks. Donc, ils se disaient, bon, qu'est-ce qu'il va nous dire encore lui? Donc, je leur disais que mon objectif, c'est de vous ramener à la Coupe du Monde. Et la deuxième chose, c'est vous ramener à la finale de la Coupe d'Afrique. Donc ce sont 2 choses que j'avais promis d'ailleurs à Koulibaly pour le faire venir, pour lui dire que tu joueras une Coupe du Monde et tu retourneras à la finale. Malheureusement, il a pris ces 2 cartons, malheureusement. Donc c'est ce contrat-là que j'ai avec mes joueurs. Messieurs, on l'a vu, là, il disait oui, les joueurs m'ont vu arriver avec mes locks, ils se sont dit qui c'est. 2 objectifs, les emmener en phase finale de Coupe du Monde, pardon, pas en finale, ça c'est encore autre chose. Ça a été fait. Les emmener en finale de Coupe d'Afrique, c'est désormais le cas. On sent chez lui une certaine sérénité à Aliou Cissé. Est-ce que ça peut être justement des atouts? On sait que l'Algérie a beaucoup d'atouts côté sénégalais. Est-ce que ça peut pas être lui aussi un atout parce qu'il a l'expérience d'une finale, même s'il a perdu? Il a peut-être aussi le côté un petit peu revanchard. Bien sûr qu'il a le côté revanchard. Enfin, j'avais lu quelques papiers à son sujet. Enfin, je le connaissais en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Ouais. Moi, j'ai suivi un tout petit peu sa carrière et c'est quand même un homme qui avait réclamé le poste de sélectionneur, voilà, qui avait approché cette fameuse déclaration dans laquelle il nous disait en substance qu'il avait été limite supplié la fédération pour récupérer ce poste. Donnez-moi le poste plutôt que de le refourguer à un entraîneur que vous paierez plus cher, etc. C'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur. C'est pas le meilleur entraîneur du monde, c'est pas le plus grand tacticien du monde, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il a mené cette équipe en finale. Donc non, faut quand même saluer, le saluer à ce niveau-là et cesser de remettre en cause systématiquement. Voilà, c'est un jeune entraîneur. Il a 43 ans au même titre que Belmadi. Ils sont jeunes, Mansour. Ils sont nés à un jour d'intervalle. Je pense que vous l'avez vu cette information circuler un petit peu partout. Juste quand même, là il dit objectif atteint. Ok, ça c'est sur le papier, mais une finale, on vient pas pour dire ouais je suis en finale, c'est bon. Il faut la gagner maintenant.
Il y a la charge historique des échecs au début des années 2000, alors qu'il y avait une belle génération qui pouvait la gagner. Les anciens de 92 aussi, qui peut-être aussi disent que là, ce serait dommage de ne pas la prendre. Mais comme pour l'Algérie, on a l'impression que la charge émotionnelle de la demi, où ils étaient extrêmement tous très revanchards face à la Tunisie, on sent que ça a été gommé. Et peut-être que la sérénité vis-à-vis de ça va peut-être leur permettre d'aborder le match de la finale de la même manière, sachant que le match de la phase de poule a laissé des traces. Ils l'ont à travers de la gorge. Et il doit avoir des idées de comment contrecarrer ça, et je pense que ça va les aider. En parlant de ce match de la phase de groupe, est-ce que, Bruno va me dire, et les autres aussi, est-ce que c'est pas justement ça qui a fait un petit peu électrochoc chez eux, parce qu'ils se sont dit, ouh là là, on a été bougé, personne ne nous a reconnus, même eux, je pense qu'ils ne se sont pas reconnus. Oui, peut-être. Après, ça s'est joué à peu de choses. Il y avait peut-être un pénalty qui aurait pu être sifflé. C'est pas une déroute 2 ou 3-0 où vous avez eu l'occasion, vous avez eu l'occasion de rien faire. Moi, je sais pas. Moi, je pense que ça joue pas à ce niveau-là. Je pense que ça se joue au niveau de la capacité à maîtriser émotionnellement et dans le jeu. Après, il faudra, pour que ça marche pour le Sénégal, il faudra que Sadio Mané ait plus d'importance, qu'il pèse plus. Il faudra que l'attaquant de pointe, si c'est Mbaye Niang, soit meilleur, parce que ce que Mbaye Niang a fait... Il ne va pas changer son système. Non. C'est difficile pour Mbaye. Non, mais il y a des entraîneurs qui changent d'attaquant en cours de route. Mais en tout cas, si c'est Mbaye Niang, il faut que Mbaye Niang soit meilleur. Et je pense que l'équipe qui va marquer la première dans ce match va prendre un ascendant psychologique très important pour la suite. Donc, c'est compliqué comme ça. Moi, je suis un adepte du jeu, de la maîtrise, etc., de la continuité. Pour moi, l'Algérie est supérieure, mais après, ça joue sur tellement peu de choses. En fait, on attend Mané, tout simplement. On attend, on l'a... Oui, il ne fait pas une compétition affreuse non plus, il a mis ses 3 buts, il rate ses pénaltys. Bon d'accord, c'est pas très grave au final. Il les a... 2 pénaltys ratés, si je puis me permettre, ces 2 pénaltys ratés, si tant est qu'il y ait un nouveau pénalty en finale, ou même qui va le tirer, mais je pense que contrairement à ce qui a été dit, je pense que Mané, psychologiquement, dans sa tête, ça doit tourner. Regardez, on se souvient de ce qui s'était passé à la précédente CAN, au tir au but. Plus là, les deux pénaux ratés. Il va les tirer, Mansour. À un moment, il va falloir qu'il prenne sa... Je pense que s'il y a un pénalty, il ne le tirera pas. Il n'a pas tiré contre la Tunisie. Gay ou CV le tirera. Le problème, c'est que vu comment CV a tiré le dernier, je pense que ce sera plus Mané que... Du coup, juste pour clore rapidement, alors... avantage, qui sur ce match? Abdellah. Algérie, on l'a dit. Non, ça c'est le chat du cœur. Non, vraiment. Tout le monde d'accord, avantage Algérie? Moi, j'ai une chose à dire, c'est qu'à chaque fois que le Cameroun a gagné une Coupe d'Afrique, celui qui a suivi, c'est un pays arabe. Moi, des statistiques. On va voir si le football est une science. On verra ça. En tout cas, merci messieurs pour cette émission. Nous, on se donnera rendez-vous ce vendredi pour la grande finale avec encore de nouveaux invités. On vous rappelle juste avant de se quitter qu'il y a ce ballon de la Ligue 1 en jeu. On rappelle la question, il faut répondre sur nos réseaux sociaux. Quel est l'actuel meilleur buteur de la CAN 2019? Encore un petit coup de pouce pour vous aider à le gagner. Il joue dans l'équipe du Nigeria. Je ne peux pas en dire plus parce qu'après, sinon, je vais me faire sanctionner. Et juste avant de se quitter, un petit coucou. On va faire un petit coucou à qui? À Nidal, à Ahmed et à Afef. Ils se reconnaîtront. La Tunisie est 4e malheureusement. Donc, consolez-vous comme vous pouvez. Et puis, rendez-vous à très bientôt. Nous, on donne rendez-vous vendredi, même les mêmes heures. Allez, ciao, ciao, bonne soirée.